La première de Malo. Je verse le premier sang des questions. Pourquoi les auteurs chrétiens du XIIIe siècle se sont-ils intéressés à de la matière païenne qui constituait déjà un âge disparu depuis longtemps à leur époque? Ah, très bonne question, très bonne question. Tout d'abord, la majorité de ces auteurs, chrétiens sont islandais. L'Islande, encore aujourd'hui est sur pas mal d'aspects, de tous les pays, scandinaves, enfin d'origine scandinave, le pays qui a le plus gardé de l'héritage viking. Ça peut très bien se voir, par exemple, par la langue qui possède une grammaire et des caractères beaucoup plus proches des langues scandinaves, que par exemple, le suédois, le danois ou le norvégien. Et donc les auteurs, les auteurs islandais, donc du XIIIe siècle, heu, étaient dans une logique de reconstitution, un peu comme le mouvement, romantique et la Renaissance en Europe, plus tard, c'est-à-dire qu'il y avait une prise d'intérêt, heu, pour cette culture du passé. Et ces auteurs donc, qui étaient des skalds, cherchaient à retranscrire ces légendes et ces histoires dans une logique de conservation et très souvent pour, leur seigneur ou le roi qui servait. C'est-à-dire que, c'était donc pour les divertir. Mais dans leur logique à eux, c'était donc plus une logique de conservation, mais disons qu'ils n'adhéraient pas aux croyances, en elles-mêmes, comme pouvaient le faire les Vikings. C'était simplement, voilà, c'est une logique de conservation pour la plupart. Et ça leur a posé des problèmes à certains d'ailleurs. Par exemple, on va y revenir, c'était plutôt au début, ça devait être, par là. Voilà, Snorri Sturluson, donc un moine islandais qui s'est fait assassiner, par des assassins donc au service du roi danois, qui lui pour le coup était, plus dans une logique de croisade et d'extermination pure et simple de tout ce qui pouvait s'apparenter à de la persistance païenne. Hem, donc c'est aussi pour ça que ces auteurs, heu, étaient plus intéressés par cette culture. C'est parce qu'ils étaient un peu moins, christianisés, on va dire, que pouvaient, l'être notamment les 3 pays scandinaves, à l'époque. Ensuite, j'aime beaucoup tes schémas, ils sont à la fois drôles et pertinents, sans plaisant pour suivre quelque chose de si complexe. Oui, merci beaucoup. C'est pas une question. Ah oui, non, mais d'accord, question des trucs épinglés. Très bien, oui, ils sont très bien les les schémas. Par contre, on ne parle pas de croisade avant le XIe siècle. C'est un petit détail. Effectivement, c'est vrai. On n'utilise pas le mot croisade, même si ça a la même idée. Effectivement, c'est une erreur de ma part. Hem, Effectivement, c'est bien de le préciser. C'était donc pas Ça ne portait pas le nom de croisade, même si ça fonctionnait, un peu pareil. Très bien. Ensuite, est-ce que la terre est plate dans cette mythologie? Question, très intéressante, Lou, puisqu'effectivement la répartition spatiale des différents mondes et royaumes est assez importante et fixée dans cette mythologie. Eh bien, est-ce que Midgard est plate? C'est une question qu'on se pose encore tous. C'est-à-dire que ce n'est pas, précisé très clairement dans les différents poèmes. On peut penser que oui, étant donné que les marins vikings, pensaient eux pouvoir arriver au bout du monde, au bout de Midgard et tomber dans le Ginnungagap, s'ils, naviguaient trop loin et s'ils se perdaient en mer. Donc on peut penser que oui, ils considéraient que la Terre était plate, enfin
pas forcément que la Terre était plate comme un disque, mais plutôt qu'elle avait des limites. Et si on dépassait ces limites, on sortait de Midgard. Mais sans forcément qu'elle soit plate comme un disque. Mais donc oui, on peut considérer qu'elle est un peu, au moins qu'elle a des limites. C'est-à-dire qu'on ne peut pas en faire le tour, selon eux. Y a-t-il une raison pour que le nom des 4 nains finisse par Dri? Cela symbolise-t-il quelque chose? Très bonne question, Maxime. Alors, je ne suis pas un linguiste vraiment expert des langues scandinaves, même si je connais quelque chose. Je sais, parce que je connais le nom de d'autres nains dans certaines histoires de la mythologie scandinave, que c'est une particule qui revient souvent pour désigner le nom des nains. Par exemple, il y a Eitri comme nain important. On peut donc supposer que ça marque le nom des nains. J'imagine qu'on peut le voir comme ça. Ça mérite quelques petites recherches. Pour confirmer, mais je pense que c'est tout simplement ça. Mais sinon, il n'y a pas de grosse signification là là-dessus. J'ai juste, je pense, une particule qui marque plus le fait que ce soit le nom des nains, voilà. Ensuite, autre question de Malo. L'opposition entre géants et dieux me rappelle celle entre les titans et les dieux dans la mythologie grecque, comme quoi... Oh, ok, c'était pas une question, mais effectivement, c'est une remarque très pertinente. C'est-à-dire qu'on peut faire, comme je l'ai fait, beaucoup de parallèles entre la mythologie scandinave et les autres mythologies. Bon, j'en ai fait uniquement avec la mythologie grecque, car je ne connais pas assez d'autres mythologies. De manière générale, nous, en tant que Français européens, on est dans un monde plutôt gréco-latin. Du coup, la mythologie grecque, ça parle davantage à plus de personnes. C'est pour ça que j'ai fait des parallèles avec celle-là. Mais effectivement, oui, ce thème d'opposition entre deux castes d'êtres divins, donc des titans et des dieux, des géants et des dieux, ça revient souvent. Et aussi avec le thème d'un affrontement et d'une guerre, ils sont toujours en conflit. Ça revient souvent dans plusieurs mythologies. Donc, comme quoi, il y a probablement des inspirations qui se recroisent, puisque c'est justement plus qu'une théorie, probablement un fait avéré, mais la plupart des mythologies, à l'origine, sont transmises oralement, c'est-à-dire que c'est ce qui les différencie un peu des grandes religions du monde actuellement, qui ont leur univers et tout ça défini par des textes écrits bien spécifiques, par exemple la Bible, le Coran, tout ça. Les mythologies, c'est plutôt des histoires transmises oralement, donc qui varient selon le lieu et qui évoluent dans le temps. Et donc, ce n'est pas impossible que, en croisant avec des histoires de d'autres cultures, il y ait eu des mélanges. Et donc, c'est pas impossible que certains personnages, certains événements ou certains thèmes reviennent souvent dans plusieurs mythologies, comme ça, parce que ça se recroise souvent. Ensuite, et pour le coup, siéger à côté de la divinité en attendant la fin du monde me fait penser au christianisme, jugement dernier apocalypse. Oui, encore une excellente remarque, Malo. C'est très bien, et c'est même enfin, c'est même normal que ça fasse, penser au christianisme étant donné que c'est, la plupart des sources écrites, enfin toutes les sources écrites que l'on a ont été écrites par des auteurs chrétiens. C'est un peu, c'est logique qu'on y ressente un peu ils ont une empreinte chrétienne dans leurs histoires, même inconsciemment. Il y a des, comme ça, des thèmes et des mécanismes qui reviennent. C'est aussi justement, comme je disais tout à l'heure, un peu peut-être une stratégie pour certains auteurs, pour ramener un peu
du côté du christianisme, les groupes les plus persistants dans le paganisme. C'est-à-dire en faisant ressembler la mythologie scandinave au christianisme pour au final les rapprocher un peu plus. Ensuite, une question de Malo, donc peut-être un peu piège. D'où proviennent tes illustrations? Au jugé, je dirais 14e, 15e pour l'époque. Très bonne question. Donc c'est des gravures. La plupart proviennent de textes qui sont 19e, 20e. En fait, pendant la période de Renaissance et de romantisme en Europe, la plupart des pays se replongeaient donc dans le monde gréco-latin. Et pendant ce temps-là, les pays scandinaves, eux, se replongeaient aussi justement sur la mythologie scandinave. Et c'est là qu'on a retrouvé et qu'on a retrouvé un intérêt dans tous ces textes du XIIIe siècle qui ont été oubliés pendant longtemps. C'est-à-dire que la mythologie scandinave, euh, on n'en parlait plus pendant plusieurs siècles. Elle a été totalement oubliée jusqu'à ce qu'on la redécouvre avec donc la Renaissance et tout ça. Et donc, à ce moment-là, beaucoup d'auteurs et d'artistes se sont replongés là-dedans, et c'est possible que donc ce soit des gravures qui viennent de cette époque-là. Euh, Après, il se peut que ce soit autre chose. Mais bon, faudra vérifier, mais a priori, c'est ça. Encore une question de Malo. Donc, les sources disponibles étant postérieures aux pratiques religieuses de cette mythologie, dans quelle mesure le christianisme a-t-il influencé les écrits des auteurs chrétiens du XIIIe siècle sur cette mythologie? Très bonne question, et c'est là que c'est très difficile de savoir, parce que tout d'abord, ça dépend des auteurs, et puisqu'on ne connaît que très mal les pratiques religieuses et les croyances des peuples scandinaves eux-mêmes avant la christianisation, c'est dur de comparer et de savoir à quel niveau la mythologie scandinave dévie de ce qu'elle était réellement. C'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment si c'est quelques petites modifications ou si ça n'a vraiment rien à voir. Donc c'est dur à dire. Donc je dirais qu'on ne peut pas vraiment savoir. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a une influence, c'est sûr. Euh, mais on ne sait pas vraiment à quel niveau. Ensuite, encore de Malo, il y aurait tout un travail à faire en recherche historique sur les liens entre le métal et les différentes mythologies. Oui, surtout scandinave et celtique, encore oui. Anecdote, on m'a d'ailleurs proposé de réaliser un mémoire sur ce sujet, mais j'ai décliné. Voilà un domaine sur lequel on sait peu de choses. Vincent, tu ne voudrais pas faire une fac d'histoire plus tard? Alors, désolé de te décevoir, Malo. L'histoire, c'est quelque chose que j'adore, en particulier l'histoire militaire. Cependant, c'est quelque chose que j'adore, mais pas. Oui, voilà, Maxime, les chars, les chars. Mais typiquement, mais l'histoire, c'est pas quelque chose qui m'intéresse pour les études. Disons que c'est plus un domaine qui me passionne, mais pas vraiment quelque chose que j'aimerais étudier. Euh, pour tout dire, je me destine plutôt à, à des études scientifiques et plutôt mathématiques. Désolé, Malo. Mais effectivement, on pourrait en dire beaucoup sur le lien entre le métal et les différentes mythologies. Et là, pour le coup, c'est vrai qu'il y a énormément de groupes, souvent scandinaves, qui reprennent des thématiques de ces mythologies. J'ai parlé d'Amon Amarth parce que c'est le plus connu et, et le plus fourni en termes de nombre de chansons et de précision sur les histoires.
Mais il y en a énormément, il y a plusieurs vagues. Il y a même des genres, des sous-genres, de métal, qui se caractérisent par justement une thématique, autour du monde viking ou, scandinave. Parce que, Amon Amarth, bien que basant tous ses textes et chansons sur des thématiques, de la mythologie scandinave, est, catégorisé comme un groupe de mélodique death metal. C'est-à-dire que techniquement parlant, c'est pas un groupe de ces vagues, qui se base exclusivement sur, la mythologie scandinave et le monde viking. C'est un peu bizarre, mais effectivement, c'est le lien entre métal et mythologie est très fort, et surtout la mythologie scandinave. C'est vrai. Ensuite, remarque, tu as fait des recherches vraiment fouillées, en tout cas, c'est impressionnant. Alors, c'est vrai, effectivement, mais plus que des recherches, fouillées pour la conférence, c'est plutôt juste comment dire? Des connaissances, accumulées au fil du temps qu'il a fallu, réactiver un peu. Mais effectivement, oui, le problème, vu que c'est, comme je disais à Maxime avant la conférence un petit peu, c'est que pour la mythologie scandinave, si on veut pouvoir un peu, se renseigner dessus et apprendre des choses, il faut chercher par soi-même, partout où on peut. Parce que contrairement à la mythologie grecque, par exemple, où qu'on peut souvent aborder, très facilement, en cours, en faisant par exemple, du grec ancien en option, ou même simplement, dans les cours, d'histoire-géographie, dans les programmes au collège et au lycée, il y a des parties sur l'Antiquité, ou en tout cas au collège, je me souviens, où on avait, vu, un peu sommairement, quelques petits aspects de la mythologie grecque. Mais la mythologie scandinave, même dans les pays scandinaves aujourd'hui, ouais, voilà, c'est ça, programme de sixième. La mythologie scandinave, c'est, quelque chose qui est assez, qui s'efface. C'est-à-dire que, même dans les pays scandinaves, si on veut pouvoir, les étudier en tant que tels, il faut justement aller vers des études, d'histoire. Enfin, en gros, il faut devenir historien spécialiste du sujet si on veut vraiment pouvoir, heu, l'étudier. C'est quelque chose où il faut donc, vraiment aller chercher un peu partout où on peut, et notamment à travers des œuvres qui en parlent et qui s'en inspirent. Comme je disais, je parlais de Magnus Chase. Heu, pour la mythologie grecque, par exemple, les Percy Jackson et la suite, les héros de l'Olympe, c'est ce qui m'a un peu lancé sur les mythologies. Donc la mythologie grecque, puis donc, scandinave, parce que en même temps que c'est un bon livre, un bon divertissement, ça, avec une bonne histoire, il y a quand même un fond, de connaissances assez solide, et c'est donc en assemblant ce qu'on apprend, donc dans ces livres, dans un jeu qu'on parle, un peu partout, tout ça, qu'on finit par, en avoir, beaucoup des de ces connaissances donc. Mais justement, le problème, comme, on l'a vu quelques fois dans la conférence, le problème qui est très marqué pour la mythologie scandinave, c'est la concordance des sources, qui est des fois assez floue. C'est déjà le cas dans la mythologie grecque à plusieurs, niveaux, c'est-à-dire que, l'œuvre de tel auteur antique va dire que, tel, personnage, il est le fils d'un tel et un tel, et l'œuvre d'un autre va dire qu'il est le fils de 2 autres personnes complètement différentes. Et comme on l'a vu là, toutes les sources concordent pas toujours. C'est-à-dire que rassembler tous ces écrits ensemble, et des fois, il y a des problèmes de cohérence assez gros. Et c'est-à-dire que des fois, en se renseignant quelque part, on apprend des choses, et en se renseignant quelque part, en lisant autre chose, dans une autre œuvre, on va nous le présenter complètement différemment. Donc après, réunir toutes ces versions, c'est compliqué.